Et pour ça, le storytelling, eh ben, c'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale. C'est l'arme fatale. Et je l'ai découvert de la façon suivante. J'ai des clients qui, chaque année, me font intervenir dans leurs conventions. Et lorsque je les revois année après année, je leur pose la question suivante. Qu'est-ce que vous avez gardé de ma conférence précédente? Et les premiers temps, il y a déjà plus de 10 ans, je m'attendais à ce que les participants de mes conférences me disent « Michael, tu sais, tu as eu un message d'une profondeur incroyable, ça nous a marqué, c'était tellement intelligent ce que tu nous as dit. » Mais hélas, c'est pas ce qui se produisait. À chaque fois, les réponses étaient « Tu nous as raconté une histoire à un moment, mais je l'ai raconté à tout le monde. » Les gens ne gardent que les histoires. Il n'y a que ça que les gens gardent en mémoire. De la nécessité de trouver l'histoire la plus forte, la plus puissante, ou celle qui fait passer un message, mais d'une manière décalée, en passant par la bande, plutôt que d'expliquer quelque chose d'une manière technique, vous racontez une histoire puissante, les gens la garderont définitivement. Les gens ne retiennent que les histoires, rien d'autre. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, toutes mes conférences sont articulées autour de mes histoires, ou des histoires que je crée, que je trouve, que j'enrichis, que j'embellis. Mais en fait, il s'est trouvé que par hasard, ma conférence principale, qui s'appelle Les secrets des vendeurs d'élite, c'est mon année sabbatique, donc c'est toute une histoire. Et la raison pour laquelle, alors que je n'étais pas encore l'orateur que je suis, avec l'expérience, avec le travail, la raison pour laquelle ça a marché, c'est parce que c'était une très belle histoire. J'aimerais savoir comment est-ce que vous choisissez vos histoires, comment vous les trouvez, comment vous les choisissez. Vous disiez à l'instant que quelquefois même vous les créez. Donc comment vous y prenez? Est-ce qu'on a le droit de rentrer un petit peu dans l'arrière-boutique pour savoir comment travaille Michael Aguilar avec ses histoires? Bien Marielle, les histoires, ça se trouve le plus souvent par hasard. Vous lisez un magazine, vous lisez un bon ouvrage, et puis tout à coup vous tombez sur une histoire qui fait sens pour vous, qui vous étonne, et vous avez envie de la raconter à votre tour. Alors vous avez envie de la raconter différemment, vous essayez de la relier au milieu de l'entreprise, parce que cette histoire, elle n'est pas tout à fait dans le milieu de l'entreprise, donc vous allez l'enrichir, l'embellir, la modifier, de manière à ce qu'elle colle avec le milieu de l'entreprise. Et puis parfois vous vivez quelque chose vous-même, qui vous fait dire, tiens, là il se passe quelque chose, qu'est-ce que je peux en faire? Je vous raconte une histoire, tiens, justement, à ce propos-là. Il y a quelque temps, j'étais dans un cimetière, et je regardais les pierres tombales, et plus exactement, j'étais au cimetière du Père-Lachaise. Et je regardais toutes ces pierres tombales, et à un moment je suis étonné par ce que je vois. J'ai une réflexion qui me vient à l'esprit. Je vois que toutes les pierres tombales ont la date d'arrivée sur Terre, le jour de la naissance, la date de sortie sur Terre, et entre les deux, un tiret. Et je me suis dit, c'est quand même fou, toute une existence qui est résumée par un tiret. Et toutes les pierres tombales avaient le même tiret. Autrement dit, toutes les histoires de vie se résumaient à un petit tiret horizontal. Et je me suis dit, quelle tristesse finalement nos existences, nos histoires se réduisent à un tiret. Que sait-on de la personne qui est sous terre? Était-il un bon père, un bon ami? Était-il un homme extraordinaire, un chef d'entreprise, un capitaine d'industrie? Quelle a été sa contribution sur Terre? On ne le sait pas, juste un tiret. Quelle tristesse! Et tu vois, j'en ai fait quelque chose lorsque je me suis dit, tiens, je vais l'utiliser dans ma conférence qui s'appelle « Faisez la différence ». J'ai une conférence qui s'appelle « Faisez la différence » où j'exhorte les gens à se différencier et je raconte cette histoire qui m'amène à dire à mon public vous êtes né original, ne mourrez pas comme une copie, qui est une phrase d'Oscar Wilde, et vous-même en tant que commerciaux, arrêtez de faire des présentations stéréotypées, isonormées, pasteurisées, homogénéisées, qui ne laissent aucune trace. Soyez différents et n'ayez pas une histoire qui soit juste linéaire, qui soit la même que tout le monde. Vous avez une histoire qui est originale, racontez-la. Donc à mon avis, vous ne pensez pas que le storytelling, comme je l'entends parfois, soit un phénomène de mode? Mais ça ne signifie rien de dire le storytelling c'est un phénomène de mode. C'est la vie, les histoires. Notre vie est une histoire.
à la fin de vos jours, si vous terminez, ce que je ne vous souhaite pas, dans une unité de soins palliatifs, et que vos arrière-petits-enfants vous disent « Mamie, raconte-nous ce que tu as vécu », à la fin de vos jours, votre vie sera résumée par une histoire. Ce qui fait qu'aujourd'hui, des millions d'individus sont capables de s'étriper, c'est parce qu'il y a eu une histoire qui a eu lieu il y a 2000 ans, ou il y a 1400 ans, on va l'appeler Jésus, on va l'appeler Mahomet, on va l'appeler Bouddha, mais c'est une histoire qui a été inspirée, et qui fait qu'aujourd'hui, des personnes vont ou ici prier, faire le bien, ou là s'entretuer, faire le mal. Tout ça, c'est alimenté par une histoire à l'origine. Notre vie est faite d'histoires. Les histoires qu'on va voir au cinéma, les histoires qu'on va voir au théâtre, les histoires qu'on lit dans les romans, les histoires qu'on lit à ses enfants. Notre vie est faite d'histoires. Donc dire que c'est une mode, si on retire les histoires, il reste quoi? Des PowerPoint? Excel? On ne fait pas une vie avec ça. Oui. Donc, lorsque vous demandez à quelqu'un dans une soirée qu'est-ce que tu fais, il va vous raconter une histoire. Dans quel domaine tu travailles, il va vous raconter une histoire. Donc, dire que le storytelling c'est un phénomène de mode, c'est comme si on dit que la cuisine c'est un phénomène de mode. On a besoin de manger pour s'alimenter, et bien on a besoin d'histoire pour alimenter notre esprit, pour nourrir notre cerveau. Regardez comme les gens se jettent sur les premières histoires dès que, ici, Valérie Trierweiler a quelque chose à raconter, hein, ou Carla Bruni. Les gens sont gourmands, sont friands d'histoire, ils ne demandent que ça. Donc ça ne s'arrêtera pas, et ça ne s'arrêtera jamais. Dans 10 000 ans, si un jour des archéologues retrouvent cette bande vidéo, eh bien ils verront que dans 10 000 ans, les histoires s'imposeront encore. Ça, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Est-ce que vous avez un rituel de préparation avant une conférence importante? Une conférence avec beaucoup de monde, où il y a une pression. Peut-être une conférence que vous donnez pour la première fois, parce que quand c'est une conférence, comme par exemple le secret des vendeurs d'élite que vous avez donné plusieurs centaines de fois, j'imagine qu'il y a il y a quand même une confiance très forte. Sur une conférence que vous inaugurez, est-ce que vous avez un rituel, une façon de vous préparer, de gérer le stress qui est un peu différente? Est-ce que vous pouvez nous partager avec nous ce que vous faites pour vous mettre dans le bon état d'énergie? Jamais je ne présente une conférence pour la première fois. Ah non, bon? je suis très sérieux. Quand je présente pour la première fois une conférence, je l'ai testée déjà plusieurs, parfois dizaines de fois. Auprès d'amis, auprès de clients que je teste. Donc la première fois que je monte sur scène pour présenter une conférence payante, Oui. elle a déjà été testée très largement. Donc j'ai plus cette appréhension de qu'est-ce qui va se passer. Et notamment, je vais vous livrer un secret, puisque vous me demandez des secrets. Oui. J'ai un test qui est extraordinaire, qui s'appelle le test de l'adolescent. Alors je vous l'explique. Vous prenez un groupe d'adolescents, et vous leur dites je vais vous faire une conférence, et vous regardez le nombre de minutes qui se passent entre le moment où vous leur parlez et le moment où ils prennent leur téléphone portable. Un adolescent, c'est terrible parce qu'il vous accorde à peu près 2 minutes 30 d'attention, et si vous voulez le tenir, eh bien, il faut pouvoir lui offrir un message qui le surprenne, qui l'étonne, qui le fasse rire. Et les ados, ils sont impitoyables. Donc je demande à mon fils ou à ma fille de me réunir des amis, et je les fais venir chez moi et je leur fais la conférence. Et les adolescents, ils vous font pas de cadeaux. Si votre message n'est pas clair, vous les perdez. Et puis surtout, si vous n'êtes pas intéressant, vous les perdez aussi. Et donc je les fais venir jusqu'à ce que j'arrive à intéresser pendant 1 heure un groupe d'adolescents, et qu'ils puissent dire à la fin « Ah, c'était bien, j'aimerais que ça continue ». Donc j'ai déjà testé auprès d'un public de clients, un public d'adolescents mes conférences, et lorsque je les fais la première fois, en général elles ont été assez largement testées. Justement pour m'enlever toute l'appréhension du qu'est-ce qu'ils vont en penser. Donc je sais que normalement, une première conférence, ils devraient en penser beaucoup de bien. C'est pas très humble ce que je dis, mais j'ai tellement peur de mon public, j'ai tellement peur du fiasco, que je ne me laisse aucune chance de faire quelque chose de médiocre. Donc vous me dites que vous êtes surpréparé en fait. Oui, parce que l'enjeu est trop lourd lorsque vous avez 1000, 2000 personnes qui viennent, qui ont payé leur billet d'avion pour vous écouter, et qui prennent la journée pour vous écouter.
vous êtes obligé de leur offrir un spectacle formidable, hein, de les surprendre, de les bousculer. Vous êtes obligé de leur faire quelque chose qui remercie en quelque sorte ce cadeau qu'ils vous font de venir vous écouter. Donc moi je veux les remercier et le meilleur moyen de les remercier c'est de leur offrir le meilleur de ce que je peux faire. En effet, je retiens le test de l'ado. Je pense que ça peut aider pas mal d'entre nous qui souhaitons faire de la conférence, d'avoir autour de nous, hein, ça peut être des gens de notre famille ou un voisin, ou etc. qui oui, ça vous oblige à la clarté parce que les adolescents, si vous n'êtes pas clair, vous les perdez, ils vous lâchent. Oui. Ils prennent leur portable et puis c'est terminé. Trop dur. Clarté, impact.